Salut les caramels, bienvenue sur LCA Dijon. Aujourd'hui, c'est la première vidéo d'une très longue série qu'on va faire sur les essais cliniques. Pourquoi une longue série? Parce que les essais cliniques, c'est l'épreuve vraie dans LCA, c'est-à-dire que vous êtes à peu près sûr, complètement sûr, d'avoir un sujet à l'examen final à l'internat sur les essais cliniques. La première chose, on va commencer par le début, c'est les critères d'inclusion, c'est-à-dire la population qu'on sélectionne pour rentrer dans un essai. Et on va essayer de voir ensemble pourquoi on inclut ou on n'inclut pas des patients dans un essai. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. Raison numéro 1, les essais cliniques, ça coûte très cher. Donc, les industriels et les chercheurs académiques qui font des études, ils vont se mettre dans la situation la plus favorable pour montrer l'efficacité d'un traitement. C'est-à-dire qu'on va déjà choisir une population homogène qui va répondre correctement au traitement. Si on s'intéresse à l'efficacité d'un antiagrégant en prévention primaire des événements cardiovasculaires majeurs par exemple, il sera pas très pertinent de prendre une population d'étudiants de 20 ans sans antécédents. Pourquoi? Parce que même si le médicament marche très bien, c'est une population qui a très faible risque d'événement, et donc il va falloir en observer des milliers pendant des dizaines d'années pour pouvoir montrer que ce traitement marche, ou en tout cas marche mieux que soit un traitement de référence, soit un placebo. En pratique, ce type de critère, c'est pour homogénéiser la population, et on entend par là se mettre dans les meilleures conditions pour que le traitement puisse marcher. Deuxième type de critères d'inclusion, ce sont les critères d'inclusion qui cherchent à assurer la sécurité des patients. Donc là, c'est assez simple à comprendre. Quand on a un médicament pour lequel il y a le moindre risque sur la tératogénicité, bien sûr, on n'inclut pas des femmes enceintes, on exclut tous les allergiques au traitement, on exclut les patients pour lesquels le traitement peut comporter un risque, les enfants, on exclut pour des raisons éthiques et de sécurité parfois les personnes avec des troubles psychiatriques, les personnes protégées ou privées de liberté, sous tutelle, etc., etc. Ça, c'est le deuxième grand type de critère d'inclusion, c'est tout simplement pour assurer la sécurité des malades. Alors ça c'est très simple, c'est-à-dire vous testez un antiagrégant, vous allez bien sûr exclure les patients qui sont à risque hémorragique, qui ont déjà saigné, qui ont déjà eu un ulcère qui a saigné avec des antécédents hémorragiques graves, etc., etc. Troisième grand mot-clé qu'il faut connaître quand on parle des critères d'inclusion dans un essai, c'est la fameuse clause d'ambivalence. Alors cette clause d'ambivalence, c'est souvent quelque chose qui est assez abstrait, c'est un mot dont la définition est donnée dans le glossaire du CNCI, je vous invite à aller la voir. Dans le glossaire du CNCI, qu'est-ce qu'on dit en substance? On dit que tous les malades doivent avoir la même probabilité d'être inclus dans un bras ou dans l'autre d'un essai donné. Je prends un exemple, si par exemple vous testez les bêta-bloquants contre les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine pour traiter l'hypertension artérielle, eh bien vous savez que les bêta-bloquants n'ont pas les mêmes contre-indications que les IEC. C'est-à-dire que par exemple, les IEC, vous allez exclure les sténoses bilatérales des artères rénales, et pour les bêta-bloquants, vous allez exclure par exemple les patients asthmatiques ou avec un phénomène de rénaux sévère. Il faut donc exclure ces trois groupes de malades pour respecter la clause d'ambivalence. Pour faire simple, la clause d'ambivalence stipule que je ne dois avoir de contre-indication ni à l'un, ni à l'autre des deux traitements. Et pour cette raison, j'ai donc la même probabilité de recevoir les deux traitements. Il y a un petit piège qu'on voit souvent dans les QCM sur la clause d'ambivalence. Je vous donne un exemple tout simple, je vais vous en donner deux. Le premier, c'est, vous comparez le ticagrelor à l'aspirine sur la prévention secondaire de l'AVC, et vous excluez les patients à risque hémorragique. QCM, réponse A, les patients avec un risque hémorragique ont été exclus pour respecter la clause d'ambivalence. Mais bien sûr, celle-là est fausse, puisque il n'y a pas de question de clause d'ambivalence là-dedans, puisque c'est une contre-indication des deux traitements. Si vous aviez comparé les anti-agrégants à un placebo, bien sûr, vous auriez exclu les patients sous anti-agrégants pour respecter la clause d'ambivalence. Voilà. Autre exemple, si vous comparez deux durées d'antibiothérapie dans la pyélonéphrite aiguë, eh bien, vous allez exclure les patients avec une contre-indication à un antibiotique, par exemple les fluoroquinolones, vous allez exclure les patients avec des patientes enceintes, par exemple. Eh bien, le fait d'exclure les patientes enceintes est un critère qui va viser à respecter la sécurité du produit et respecter les règles éthiques, mais qui ne va pas servir à respecter la clause d'ambivalence, puisque c'est une contre-indication, dans les deux bras. Un dernier point sur ces histoires de critères d'inclusion, il faut savoir que les essais cliniques sont des expériences dans lesquelles les patients sont extrêmement sélectionnés. Vous avez vu, on a vu plein de raisons d'exclure des malades, donc il faut toujours garder à l'esprit que, bien souvent, contrairement aux études observationnelles, aux études épidémiologiques, les essais
conduit sur des groupes de patients qui sont extrêmement sélectionnés. Il est donc parfois difficile de les extrapoler à notre population cible. J'en profite au passage pour vous rappeler les notions de population cible, population source et échantillon. L'échantillon, vous connaissez, l'échantillon c'est le groupe de patients sur lequel on fait l'étude, ça c'est simple. La population source, c'est la population dont on a tiré l'échantillon à partir des critères d'inclusion. Je prends un exemple très simple, je veux faire un essai pour comparer 2 antiagrégants dans la prévention secondaire de l'AVC, et je vais faire une étude monocentrique sur Dijon, donc la population source, ça va bien être l'ensemble des patients consultant à Dijon, ayant déjà fait un AVC et répondant aux critères d'inclusion. Ça, c'est la population source. Et dans cette population source, on va extraire un échantillon. Et cet échantillon, s'il est bien constitué, il sera représentatif. Et enfin, cette population source, elle-même fait partie d'une population beaucoup plus grande, qu'on appelle la population cible, c'est-à-dire c'est celle à qui on veut extrapoler les résultats. Et là, ce serait l'ensemble des patients français qu'on pourrait vouloir traiter en prévention secondaire d'une récidive d'AVC. Et donc, la représentativité de la population source va dépendre de ses particularités. Si par exemple on a un centre d'excellence dans une ville donnée, eh bien il est possible que les malades viennent de très loin pour voir les médecins de ce centre-là, avec donc des maladies très particulières, et donc il est possible que cet échantillon-là ne soit plus représentatif de la population cible. Donc, rappelez-vous, échantillon, les patients inclus dans l'étude, population source, la population dont on va extraire l'échantillon, population cible, la population à qui on veut extrapoler les résultats, et généralement c'est l'ensemble des patients, atteints de telle maladie. Voilà, petite vidéo très courte, qui va vous permettre de déjouer peut-être quelques pièges dans les QCM sur les critères d'inclusion. Je vous donne rendez-vous très bientôt en amphi, et je vous souhaite de bonnes révisions.